Bien, bonjour, je vous propose de commencer. On a 1 ou 2 minutes d'avance, mais je voulais vous faire un petit peu le point sur le programme des leçons à venir, parce qu'il y a eu un micmac, je dirais, et où a été diffusée en fait une version initiale du programme, celle qu'on met en place au mois de juin généralement, qui n'est pas encore tout à fait complète. Et donc, je ne suis pas sûr que vous ayez eu vraiment le détail en particulier des thèmes, des leçons, et puis surtout des personnes qui donnent des séminaires. Donc, pour faire le point aujourd'hui, ce sera la dernière leçon pour l'année 2015. On reprendra le 13 janvier. Le 13 janvier, donc, je vous parlerai de vaccins avec un titre de la vaccination de masse à la vaccination personnalisée, rêve ou illusion. Ce sera une façon de réfléchir un petit peu tous ensemble, d'ailleurs si possible, sur le passage de paradigme entre cette vaccination de masse du XXe siècle et les limites qu'on commence à y voir et le rêve effectivement de pouvoir avoir des vaccins personnalisés, mais ce n'est pas pour demain, on verra un petit peu où les choses peuvent aller. Une intervention d'un jeune chercheur, vous avez vu que c'était la marque de l'enseignement cette année, et puis on aura la chance, je dirais le privilège d'avoir Marie-Paule Kenny, qui est la directrice du département des vaccinations à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, qui viendra nous parler de la vaccination pour les populations et les maladies infectieuses négligées. Le 20, j'ai essayé de vous faire un numéro de trapèze volant sur ce que pourrait être un monde sans microbes. Alors on verra, on imagine bien ce que peut être un monde sans microbes, c'est-à-dire pas un monde qui va survivre très très longtemps, vous connaissez mon biais sur le sujet, on essaiera de revoir un certain nombre d'aspects qui correspondent non pas nécessairement à la disparition des microbes, en particulier par rapport à l'homme, mais plus à un appauvrissement de l'environnement microbien auquel on est exposé et les conséquences que ça peut avoir sur la santé. Aussi jeune chercheur, Juliane Igro, et puis une présentation aussi qui vous fera naviguer un petit peu, puisque j'ai invité Chris Boller, qui est professeur à l'École normale supérieure, qui est un spécialiste de microbiologie marine, qui est un des spécialistes mondiaux des diatomées. Les diatomées, c'est la moitié de la production d'oxygène sur la planète, et qui au fond s'intéresse, pour simplifier, à la santé des océans. Et donc vous serez sûrement très intéressé, parce qu'il y a à la fois du laboratoire et puis de l'aventure, puisqu'il navigue plusieurs mois par an avec toute une équipe sur le Tara pour aller prendre des échantillons un petit peu partout sur la planète, en particulier dans des zones écologiques instables. Il vous racontera tout ça. Et puis, la dernière leçon sera donc le 27 janvier. Ce sera un petit peu fait une conclusion et une conséquence de ces 2 cours qu'on aura eus sur la résistance aux antibiotiques. Où va-t-on en matière d'innovation dans les agents anti-infectieux? Il y aura là aussi bien sûr une présentation par un jeune chercheur qui travaille sur les peptides antimicrobiens, qui est éventuellement une solution partielle sans doute, mais au problème de la résistance, on en reparlera. Et puis une présentation, un séminaire par Ruth Cabalido-Lopez, qui est une biologiste moléculaire spécialiste en fait, de la paroi bactérienne et de la division et de la forme bactérienne, et qui vous montrera comment, à partir de la compréhension des mécanismes de division bactérienne, on peut éventuellement ouvrir des pistes pour l'innovation thérapeutique. Donc ça, c'est pour les leçons à proprement parler. Pour ce qui concerne le symposium annuel, vous savez que j'alterne. Une année, c'est un symposium généralement sur l'imagerie et les applications de l'imagerie de pointe dans l'analyse des maladies infectieuses. Et l'année suivante, généralement, tourne autour des populations microbiennes, de l'équilibre des populations microbiennes. Donc cette année, ce sera sur, au fond, la communication à l'intérieur des flores microbiennes complexes. Ce sera un symposium international de 2 jours, qui sera cette fois-ci en anglais. Et pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous invite à venir, parce que on a invité avec le comité scientifique des personnalités tout à fait éminentes du domaine. Ces symposiums sont aussi ouverts comme les cours. Voilà, donc ça c'était une mise au point, et je pense que les nouveaux programmes vont être émis et présentés de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver, et je suis vraiment, vraiment désolé. Donc ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui, c'était un peu la suite, plus qu'un peu d'ailleurs, la suite de la présentation de la semaine dernière, qui était la semaine dernière vous faire
percevoir, si je puis dire, à la fois, bien entendu, l'histoire des antibiotiques, l'efficacité de l'apparition et surtout de la diffusion des mécanismes de résistance. Et j'ai essayé de vous donner un certain nombre de pistes en matière de base génétique, de plasticité des génomes de ces micro-organismes et des raisons pour lesquelles ils peuvent devenir aussi vite et aussi efficacement résistants et multirésistants. Donc cette fois-ci, je vais essayer de plutôt prendre un peu l'image en miroir de tout ça. C'est en face de cette extrême efficacité d'apparition et de diffusion de la résistance aux antibiotiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, au fond, contrôler cette épidémie? Et ce que je vous disais déjà la dernière fois, et je ne pense pas que ce soit des effets de manche, si on ne fait rien ou si on ne fait pas assez, il n'est pas impossible que la parenthèse des antibiotiques se ferme, que ce soit une période d'un siècle formidable où on a pu traiter les maladies infectieuses, mais qu'on ait complètement épuisé sa ressource et qu'il faille trouver vraiment des approches alternatives. Donc, au fond, le thème d'aujourd'hui, c'est comment sauver les antibiotiques. Donc, quelle est la situation? La situation, elle est franchement assez catastrophique. Et vous comprendrez aussi dans la présentation que fera Éric de Namur dans son séminaire, encore une fois, ce que peut être la plasticité et la capacité d'évolution, au fond, assez rapide des génomes microbiens sous pression sélective. Donc, la mortalité due aux infections à bactéries multirésistantes, elle est très élevée et c'est bien entendu souvent des projections plus que des analyses objectives de la situation. Mais le ECDC, qui est le European Center for Disease Control, a publié en 2009 et a remis ça à jour régulièrement des chiffres qui sont assez impressionnants puisqu'on considère en règle générale que environ 25 000 personnes décèdent chaque année sur l'ensemble de la population de l'Union européenne, c'est-à-dire environ 500 millions d'habitants, d'infections liées à des organismes multirésistants. Et les chiffres sont à peu près cohérents avec ce qui est observé aux États-Unis, qui est de l'ordre de 23 000, voire plus. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'au fond, le domaine de la résistance aux antibiotiques et de son impact sur la mortalité des populations, c'est le bleu, la partie bleue de ce cercle commence à devenir aussi visible et aussi considérable qu'un certain nombre d'autres pathologies qui peuvent elles aussi entraîner le décès à terme, comme par exemple, vous le voyez, le diabète et d'autres pathologies. Par contre, ça reste bien entendu très inférieur au cancer, mais sachant que la mortalité due au cancer a tendance à se stabiliser, voire à diminuer, on s'aperçoit que pour l'année 2050, les projections, si rien n'est fait, sont qu'on sera à plusieurs millions, probablement 10 millions de décès chaque année sur la planète liés à ces micro-organismes multirésistants. Donc il y a une vraie, je dirais, prise de pouvoir de cette problématique sur la santé publique qu'il est vraiment temps de réaliser et de prendre en compte. Alors l'autre point, juste pour vous donner des points de repère en fait, et sans rentrer dans les détails et l'analyse des données, c'est qu'en gros vous pouvez considérer que la mortalité liée aux maladies infectieuses dues à un micro-organisme multirésistant, la mortalité est en règle générale sur l'ensemble des études qui sont faites, quelles que soient les pathologies graves qui sont considérées, de 2 fois la mortalité par le même type de micro-organisme non multirésistant. Donc il y a vraiment un impact de la multirésistance qui est absolument considérable et qui, bien entendu, joue énormément dans la prise en compte, la prise en considération actuelle. Alors, il n'est jamais bien vu de parler dessous, mais vous savez que par les temps qui courent, il faut aussi parler dessous. Les États ont des difficultés financières et il est vrai que cette multirésistance commence à avoir un poids relativement important sur les systèmes de santé et que le contrôle de la résistance et de la multirésistance impliquerait sans doute des dépenses qui sont en hors de proportion avec ce que les États peuvent à l'heure actuelle mobiliser, et c'est bien ça qui est inquiétant, c'est cette espèce de course contre la montre qui se met en place. Donc je vous ai parlé de l'Union européenne, donc ça ce sont des données remises à jour et compilées par l'Organisation mondiale de la santé, 25 000 décès par an, je vous l'ai dit,
un coût par rapport à l'hospitalisation habituelle de 2,5 milliards d'euros et un coût sociétal qui est absolument globalement énorme. Et la même chose en gros pour les États-Unis. Et la même chose en fait, on met la Thaïlande au milieu parce que la Thaïlande est un pays intéressant, je dirais, sur le plan de la santé publique, dans la mesure où c'est un pays qui est en émergence économique, en émergence en matière de santé publique, qui commence à avoir un système de santé très très proche du système de santé des pays européens ou nord-américains, et qui se trouve d'emblée confronté à cette problématique de la multirésistance. Et on en reparlera parce que dans ces pays émergents en particulier, l'usage des antibiotiques est encore quelque chose qui est à apprendre et la maîtrise de l'outil est loin d'être optimale, ce qui fait que si on considère que la planète émerge, je dirais, globalement au niveau économique, on va voir de plus en plus d'utilisation mal maîtrisée des antibiotiques et donc de plus en plus de multirésistance. Donc ça a un coût en vie, ça a un coût en pathologie et ça a un coût en termes de finances et de sécurité sociale. Alors, est-ce que ça concerne tous les micro-organismes? Non, mais ça en concerne un certain nombre, en particulier ceux qu'on appelle, du terme anglo-saxon, de superbugs, c'est-à-dire de micro-organismes extrêmement efficaces, du fait en particulier, bien entendu, de leur multirésistance. Ça concerne donc beaucoup des bactéries à gram positif, comme Staphylococcus aureus, en particulier toute la saga, je dirais presque, de la résistance de Staphylococcus aureus à la méticilline, ce qu'on appelle les MRSA. Ça concerne les entérocoques. On a parlé rapidement la semaine dernière de la résistance à la vancomycine, par exemple, qui était une des dernières drogues véritablement efficaces si les bêta-lactamines étaient en situation d'inefficacité. Les mesures de contrôle, en fait, globalement, stabilisent la progression de l'incidence de la résistance aux antibiotiques des grammes positifs. La situation est loin d'être favorable, mais on arrive, en règle générale, à garder ou à sauvegarder un certain nombre de molécules efficaces. Par contre, la situation chez les grammes négatifs est beaucoup plus problématique, et c'est sur celle-là que j'interviendrai et j'insisterai beaucoup. En particulier tout ce qui concerne les entérobactéries, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter, avec cette problématique majeure, émergente, qui est en train de balayer, je dirais, la planète, qui est le développement ce qu'on appelle les bêta-lactamases à spectre élargi et l'irruption et le développement des carbapénémases, on en reparlera. Et ça, c'est véritablement, à l'heure actuelle, très franchement, sans vouloir dramatiser, hors contrôle. Alors, on a parlé la semaine dernière dans les mécanismes de résistance de ces fameuses bêta-lactamases, c'est-à-dire de ces enzymes qui sont capables d'hydrolyser les bêta-lactamines avec des niveaux de spécificité variables et en fait évolutifs en fonction de l'enrichissement de l'arsenal des bêta-lactamines depuis la pénicilline jusqu'au carbapénème. Et ce que vous voyez ici sur ce graphique, c'est qu'on a entre guillemets fêté en 2013 ou 2014 la millième bêta-lactamase. Et comme vous voyez, la pente de la courbe est totalement exponentielle. Donc on voit apparaître très très régulièrement de nouvelles bêta-lactamases dont l'élargissement du spectre, en fait, jusqu'à ce fameux spectre de carbapénémase qui couvre en fait quasiment l'ensemble des bêta-lactamines, fait que ces micro-organismes sont en fait résistants à l'ensemble des antibiotiques de la famille des bêta-lactames. Alors ça concerne essentiellement des entérobactéries, comme je l'ai dit, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, mais ça ne demande à terme que de diffuser et on en redira un mot. Donc vous voyez là un petit peu, je dirais, il doit manquer des étapes. Les étapes successives d'apparition dans le temps de ces bêta-lactamases jusqu'à l'épisode ultime récent d'apparition des carbapénémases. Et en fait, ce spectre de bêta-lactamase, il est classifié de manière à le suivre, à la fois de manière fonctionnelle, avec le profil des substrats, bien entendu,
et puis à la fois aussi sur des bases moléculaires, sur la séquence des gènes et de l'organisation de la structure des protéines qui forment l'enzyme à activité bêta-lactamase, aussi sur les éléments dont ils sont dépendants pour leur fonction, en particulier ces carbapénémases sont très généralement dépendantes de métal, en particulier du zinc. On ne va pas rentrer dans les classifications, c'est simplement pour vous dire que tout ça est bien entendu nécessaire de manière à pouvoir tracer et comprendre l'évolution et la phylogénie des gènes qui codent pour ces bêta-lactamases et les structures de ces protéines elles-mêmes. Celles qui sont les plus gênantes, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les bêta-lactamases à spectre élargi, ce que les anglo-saxons appellent les Extended Spectrum Beta-Lactamases, ISBL. Les bêta-lactamases résistantes aux inhibiteurs, parce que vous savez qu'il y a eu une époque où on a pu protéger les bêta-lactamines en ajoutant un inhibiteur de bêta-lactamase, c'est la combinaison de bêta-lactamine et d'acide clavulanique. L'acide clavulanique étant un peu un équivalent de bêta-lactamase qui bloque la fonction de l'enzyme bêta-lactamase. Donc ces molécules maintenant ont donné lieu aussi à des résistances, ce qui fait que les bactéries passent par-dessus cette possibilité d'être en phase d'inhibiteur. AMC, qui est un gène qui code pour des bêta-lactamases extrêmement efficaces à partir du chromosome de certaines entérobactéries et qui s'est amplifié et diffusé dans un certain nombre d'espèces. Et puis bien entendu, on va y revenir, les carbapénémases. Alors, en fond, les bêta-lactamases, c'est un magnifique exemple d'évolution relativement rapide sous pression sélective d'une protéine ayant une activité enzymatique. Il est d'ailleurs fort probable, et il y a des travaux en cours à l'heure actuelle montrant qu'en réalité, les premières bêta-lactamases, vous savez, celles dont on a parlé, qui remontent éventuellement à des millions et des millions d'années, dans ces micro-organismes exposés éventuellement dans le sol à des bactéries qui produisent des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, probablement étaient des gènes codants pour ce qu'on appelle des housekeeping proteins, c'est-à-dire des protéines qui étaient importantes dans le métabolisme de la bactérie et qui s'avéraient par quelques mutations bien placées, sélectionnées bien entendu, devenir des enzymes capables de cliver les bêta-lactamases. Et à partir de là, l'évolution par succession de mutations ponctuelles et de pression sélective, comme d'habitude c'est parfaitement darwinien, a amené à l'élargissement et à l'enrichissement, je dirais, de ce spectre d'enzymes capables d'hydrolyser quelques puis énormément de bêta-lactamines. Vous voyez ici la molécule de pénicilline tout en haut avec ce noyau rouge qui est le noyau typique des bêta-lactames. On en a parlé la semaine dernière. Les céphalosporines, en fait, le passage par synthèse ou hémisynthèse de la pénicilline initiale aux céphalosporines s'est accompagné très rapidement de la modification des bêta-lactamases de base qui hydrolysaient la pénicilline en bêta-lactamases beaucoup plus efficaces hydrolysant les céphalosporines et amenant éventuellement, ce sera sur la diapo qui va venir tout de suite après, par 2-3 mutations à un changement total de la stabilité et de l'efficacité de la molécule. Alors la destruction des molécules, c'est d'abord l'hydrolyse de ce cycle bêta-lactame et c'est ensuite cette carboxylation qui en fait détruit la molécule antibiotique. Il n'y a pas de possibilité de retour, si je puis dire, à une quelconque efficacité lorsque ce processus est mis en place. Donc ça, c'est juste pour illustrer qu'avec 2 ou 3 mutations bien placées qui assurent une stabilité et un changement minimum de structure qui va rendre ces molécules plus congruentes avec l'autre bêta-lactamine modifiée, la suivante, ce sont ces tout petits changements qui vont amener progressivement à enrichir ce spectre de résistance jusqu'à l'épisode ultime, c'est un peu notre ultime défi pour reprendre le thème de ces leçons, qui sont les carbapénémases, c'est-à-dire la capacité offerte à certaines bactéries à gram négatif, en particulier initialement à certaines entérobactéries, de résister à ces carbapénèmes qui étaient vraiment les molécules miracles qui semblaient répondre à cette augmentation de la résistance
aux pénicillines et aux céphalosporines, qui est apparu dans les années 90. Il y avait l'imipenem en particulier initialement, mais toute une série qui est apparue par les suites, générée par l'industrie pharmaceutique. Et puis l'apparition de ces carbapénémases, codées bien entendu par ces éléments génétiques mobiles, par des plasmides dont je vous ai parlé la semaine dernière, particulièrement initialement dans les Klebsiella. Alors, initialement, le problème n'était pas dramatique. Si on reprend la littérature, je l'ai refait à l'occasion de cette leçon, de sa préparation, on retrouve des métallo-bétalactamases caractéristiques des carbapénémases dans des études portant par exemple sur Pseudomonas aeruginosa 1991, Acinetobacter baumannii 1993, des sérines carbapénémases chez Klebsiella en 2001. Mais apparemment, ces résistances, qui étaient probablement pour l'essentiel chromosomiques, restaient relativement associées aux micro-organismes dans lesquels elles étaient apparues, dans lesquels elles avaient été sélectionnées. Ce qui finalement ne représentait pas, par rapport à ce que je vous disais l'année dernière sur les capacités de diffusion, un problème majeur. Le problème majeur est apparu très récemment lorsqu'au fond, ces gènes de résistance, producteurs de carbapénémase, ont sauté ou ont été capturés par des structures génétiques mobiles, ont pu passer de l'intégron cassette, comme je vous l'ai défini la dernière fois, au transposon, sauter du transposon sur un plasmide et passer de souche à souche, ce qui fait que maintenant la carbapénémase devient une épidémie absolument majeure. Et Patrice Nordman, il y a 3 ans maintenant, et son équipe avait publié cette revue Carbapenem Resistance in Enterobacteriaceae, Here is the Storm, c'est-à-dire qu'au fond, la tempête qui avait été prévue initialement, en particulier par Tim Walsh et ses collaborateurs, s'est avérée finalement survenir, et on est vraiment maintenant au milieu de cette épidémie mondiale de carbapénémase qui est un vrai problème. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des carbapénémases, ce serait à la limite assez ennuyeux, mais je voudrais juste vous illustrer un petit peu le début de la diffusion de ces carbapénémases. En fait, c'est ce que j'ai appelé la saga NDM1. NDM1, ça veut dire New Delhi Metallo-Beta-Lactamase 1. Donc, ça commence en décembre 2009. Où l'enzyme en fait, NDM1, codé par un plasmide, est identifié par une équipe au Royaume-Uni, l'équipe de Tim Walsh. Le papier est de 2009, chez un patient suédois qui avait présenté une infection urinaire multirésistante en Inde. Et suite à un échec thérapeutique à Delhi, il était retourné, rapatrié en Suède, et on avait identifié dans son prélèvement urinaire cette souche de Klebsiella pneumoniae qui était résistante à toutes les bêta-lactamases, y compris au carbapénème. Et sur cette base, on avait identifié cette bêta-lactamase appelée NDM1 parce que le patient, manifestement, avait été contaminé par cette souche lors de son séjour en Inde. Alors, ça a généré un petit peu de friction avec nos collègues indiens, et d'ailleurs, c'est peut-être pas très malin de donner le nom d'une ville ou d'un pays à une enzyme de résistance à des antibiotiques. Il y a un petit côté de stigmatisation qui a beaucoup déplu. Et puis en même temps, la communauté indienne qui est très préoccupée par l'extension de la résistance aux antibiotiques, parce que l'Inde est un de ces pays émergents qui a vraiment besoin, si je puis dire, de serrer les boulons en matière de contrôle de la consommation et de l'utilisation des antibiotiques. Les médecins indiens sont bien conscients du rôle que va avoir à l'échelle de la taille de leur population, c'est valable pour la Chine tout autant, la mauvaise utilisation ou l'insuffisante, disons, culture du monde médical dans l'utilisation des antibiotiques. Donc c'est juste pour vous dire qu'au fond, ce n'est pas véritablement un problème de stigmatisation, c'est un problème qui nous montre que le défi il est planétaire et que le défi de l'éducation du personnel médical et de la population en général en est démultiplié et pose véritablement un problème, parce qu'il y a des moments où on se dit est-ce qu'on va véritablement y arriver.
Donc en mars 2010, on pensait qu'éventuellement cette carbapénémase était un petit peu accidentelle comme ça et resterait une exception à la règle qui jusqu'à présent avait montré qu'en fait, quand quelque chose apparaissait généralement, ça s'étendait. En mars 2010, une étude qui a été faite dans un hôpital de Bombay montrait que la plupart des souches d'entérobactéries qui étaient isolées de patients portaient cette métallo-bêta-lactamase NDM1. Et à partir de mai 2010, on a commencé à voir arriver tout doucement, de façon sporadique, en Europe par exemple, puis aux États-Unis, au Canada, des cas d'infection par des souches porteuses d'un plasmide ou de plasmides porteurs eux-mêmes de NDM1, du gène NDM1. Alors, si vous avez réussi à survivre ma présentation de la dernière fois sur les mécanismes de plasticité génomique et ce qui explique en fait la diffusion de ces gènes de résistance, NDM1, c'est, comme disent les anglo-saxons, a piece of cake. C'est vraiment l'idéal pour essayer de véritablement matérialiser la complexité de l'évolution de ces systèmes de résistance sous pression sélective. Ça, c'est l'ensemble en fait de l'îlot génétique qui, en son milieu, porte la carbapénémase NDM1. Donc ça, c'est vraiment l'élément central qui a changé un petit peu l'histoire de l'apparition des carbapénémases à l'échelle maintenant planétaire. Et si vous regardez cette structure, vous pouvez, sur la base de ce que je vous ai raconté la semaine dernière sur les intégrons, sur les transposons, reconstituer presque l'histoire naturelle de ce qu'a pu être l'apparition de ce gène dans cette structure génétique complexe. Vous voyez ici un gène codant pour une pompe à efflux qui assure une augmentation de la capacité de résistance de cette souche, on en a parlé. Un gène codant pour la lacticodéshydrogénase, on ne sait pas très bien ce que ça fait là. Un gène codant pour une bêta-lactamase mais délété. Un morceau de ce qu'on appelle un îlot de pathogénicité, c'est-à-dire une structure génétique qui ressemble en gros à un transposon dégradé ou un bactériophage dégradé qui apportait à un moment des gènes de résistance. Et puis on tombe sur la bêta-lactamase, et puis on tombe bien entendu sur ces fameuses séquences d'insertion qui sont les éléments moteurs avec la transposase du saut en fait, d'une espèce d'ADN à une autre de ces gènes. Un morceau d'un transposon TN3 dont l'IS ici est en fait une des deux IS qui flanquent le gène de résistance de TN3. Et puis vous voyez ici quasiment l'histoire naturelle de l'ensemble de cet îlot génétique au fur et à mesure de son exposition progressive ou de l'exposition des souches qui le portaient à des antibiotiques ou à d'autres facteurs. Par exemple, ici, je voulais annoter, vous avez un intégron de type 1, qui est donc probablement un des éléments qui a permis d'apporter cette bêta-lactamase et de la recruter au sein de cette structure, et un certain nombre de cassettes qui racontent presque l'histoire naturelle de ces expériences successives. Ici, c'est un gène d'arsenate, une réductase de l'arsenic. Donc, vous savez, même en Asie, par exemple, ou dans le sous-continent indien, le sous-sol est souvent assez riche en arsenic et l'eau est contaminée. Donc, il n'est pas impossible que ces souches aient été en fait exposées à de l'arsenic chez les patients ou des animaux qui buvaient cette eau, et qu'au fond, cette cassette ait été recrutée. Ici, on a une résistance très particulière qui était peu connue jusqu'à présent à l'érythromycine, beaucoup utilisée dans le bétail d'ailleurs. Ici, on a un gène de résistance aux aminoglycosides, gentamicine, kanamycine. Ici, on a un gène de résistance au chloramphénicol. Et ici, quasiment à l'opposé d'un gène de résistance à un métal lourd, on a un gène de résistance à des ammoniums quaternaires, c'est-à-dire à des antiseptiques. Donc vous voyez que la bactérie, au fond, recrute en fonction des nécessités et construit ces structures monstrueuses qui sont des combinaisons d'intégrons et de transposons, et va finalement les transporter à un moment ou à un autre sur un plasmide qui va permettre la diffusion.
Donc ça vous donne un petit peu une idée de ces monstres, entre guillemets, génétiques que sont ces intégrons transposons, dont une partie de la mise en place initiale s'est probablement faite avant même l'arrivée des antibiotiques, par le biais des nécessités de résister à des facteurs toxiques environnementaux, comme les métaux lourds, par exemple. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire pour NDM1, simplement insister encore une fois, si par hasard vous n'aviez pas encore acquis le message, sur le fait qu'on est sur une crise globale, sur une crise mondiale, avec des pays en sombre qui ont une incidence et maintenant donc une prévalence, parce que c'est véritablement installé, de micro-organismes, en particulier d'entérobactéries, porteuses de NDM1 et d'un tas d'autres maintenant, bêta-lactamase à spectre élargi et carbapénémase, et des pays comme les pays du Nord, disons, l'Europe, les États-Unis, le Canada, qui sont encore soumis, je dirais, à un régime d'isolement sporadique de ce type de souche, mais qui probablement, malheureusement, par la suite, vont se retrouver peu à peu dans une situation endémique. Et ça pose un vrai problème, on y reviendra très rapidement, c'est qu'est-ce qu'on fait des patients, mais aussi des sujets sains porteurs de ce type de micro-organismes. On conçoit bien, on comprend bien que l'isolement tel qu'il est pratiqué à l'heure actuelle n'est pas une solution, et on est vraiment, comme je vous le disais, au milieu d'une crise dramatique. Alors, crise pas tout à fait, mais ça viendra quand même, dans la mesure où je vous avais montré la semaine dernière ce résistome en fait, d'Escherichia coli tel qu'il avait été décliné par l'équipe de Patrice Nordman, montrant au fond, ici vous voyez il y a tous ces disques, autour de ces disques il n'y a pas de zone d'inhibition, donc cette souche est résistante à tous les antibiotiques qui sont montrés ici, et ça comprend en particulier les bêta-lactamines, les céphalosporines de première, deuxième, troisième génération, et bien entendu les carbapénèmes. Il y avait quand même, et je voulais entourer un rouge sur la deuxième boîte ici, une chance qui est que ces souches sont en règle générale sensibles, entre guillemets, à un vieil antibiotique qui est la colimycine. Et donc, chez les patients ayant des infections graves, on arrive, en centrant une association d'antibiotiques sur la colimycine, en obtenant des synergies éventuelles, à traiter ces patients. Seulement, comme d'habitude, la nature a eu vite fait de réagir à cette situation. On avait d'ores et déjà identifié un certain nombre de souches, bien entendu résistantes à la colimycine. En fait, il y a deux molécules dans cette famille, qui sont la polymyxine B, qui est assez toxique, qu'on utilise essentiellement localement, et puis la polymyxine E, qui est la colistine. Et jusqu'à présent, on avait vu apparaître des résistances, mais des résistances qui étaient de nature chromosomique, donc peu ou pas transférables, qui étaient liées essentiellement. En fait, la polymyxine, c'est un peptide antimicrobien, c'est-à-dire c'est une protéine hydrophobe qui vient s'associer à la membrane externe des bactéries à gram négatif, qu'on appelle le lipida, qui est la racine du lipopolysaccharide, et qui en fait des trous dans la membrane bactérienne et tue la bactérie. Donc si la bactérie mute sur cette zone du lipida, en particulier arrive à modifier sa nature en altérant ou en organisant, en associant des branchements avec des résidus de phosphoéthanolamine ou de 4-amino-arabinose, comme j'ai mis ici, elle devient résistante parce que la protéine ne peut plus s'associer à cette partie profonde de la membrane externe. Mais ça restait sporadique et chromosomique. Ce papier ici est, je dirais, un petit peu terrifiant. Il a été publié il y a 15 jours maintenant dans c'est Lancet Infectious Diseases. En fait, ça vient de Chine et nos collègues chinois ont décrit pour la première fois un gène de résistance à la colicine sur un plasmide transférable. Et, entre guillemets, bien entendu, cette résistance à la colicine était née dans le milieu vétérinaire, dans la mesure où la colicine, en particulier en Asie, est utilisée larga manu pour la santé animale. Donc cette souche de colis a acquis ce plasmide par pression sélective dans
dans cette situation, mais elle a déjà diffusé dans la population humaine et on commence à voir en Chine des souches d'entérobactéries hébergeant ce plasmide de résistance qui code entre autres donc, pour la résistance à la colimycine. Et aux dernières nouvelles, un premier isolat a été identifié en Europe il y a quelques jours. Donc on est dans une situation où, en gros, sans vouloir faire d'effet comme ça, on avait encore une lumière allumée dans ce panel de possibilités thérapeutiques, et c'est un peu la dernière lumière qui s'éteint, dans la mesure où on peut très rapidement anticiper qu'on va avoir des souches qui vont combiner carbapénémase et résistance à la colimycine. Donc la situation est vraiment dramatique et les perspectives sont quand même, dans l'ensemble, relativement sombres. Alors, est-ce qu'on va vers un scénario catastrophe? C'est tout à fait possible. Surtout que dans le domaine des bactéries à gram négatif, le contrôle extrêmement strict et sévère de l'utilisation des antibiotiques a un effet très clair sur les grammes positifs. On l'a vu, on en reparlera très rapidement sur les streptocoques, en particulier sur les pneumocoques ou sur Staphylococcus aureus. On arrive, en arrêtant l'utilisation d'un antibiotique essentiel, à voir la résistance diminuer. Pour les entérobactéries, il semble que ce soit probablement du fait de cette capacité de diffusion tout à fait spectaculaire, beaucoup plus difficile, et que le simple contrôle, si je peux dire simple, c'est pas si simple que ça déjà, que le simple contrôle de l'utilisation des antibiotiques ne va pas suffire à contrôler la dispersion de cette multirésistance. Alors ceci se combine au fait que souvent ces souches multirésistantes touchent des patients âgés avec des pathologies multiples, subissant des hospitalisations prolongées. Donc tout ça finalement accentue le réservoir, la taille du réservoir éventuel de ces micro-organismes. Et puis, il y a ce risque, bien que pour l'instant ce soit contenu généralement dans la sphère hospitalière, que ces micro-organismes diffusent dans ce qu'on appelle community en anglais, diffusent à l'extérieur de l'hôpital, dans la société en général, et soient vraiment là complètement hors de contrôle possible. C'est-à-dire que les mesures d'isolement qu'on prend à l'heure actuelle pour les patients porteurs de carbapénémase, jusqu'à ce que, par chance, ils finissent par éliminer cette souche qui a tout de même, en absence de pression sélective, un coût de fitness dont on a parlé et que je vous ai défini la semaine dernière relativement important, que cette souche puisse disparaître. Mais malheureusement, on n'en est pas là et je vous montrerai à la fin quelques ouvertures possibles sur finalement, le traitement de la résistance, à défaut du traitement des micro-organismes. Donc peut-on offrir mieux que l'isolement? C'est un vrai débat à l'heure actuelle et vous savez qu'il y a même un papier qui a montré que les patients qu'on isolait parce qu'ils étaient porteurs de gènes multirésistants étaient généralement vus en fin de visite, lors de la visite hospitalière et au fond que ça avait un impact sur la qualité des soins. Donc tout ça porte quand même des choses qui sont extrêmement négatives et qui nécessitent que ce soit vraiment pris en charge efficacement autant que faire se peut. Alors, une première façon d'avancer dans tout ça, c'est certainement de mieux prendre la mesure de la menace de ces multirésistances, en particulier de celles dont je viens de vous parler, qui sont véritablement le grand problème actuel. Donc il faut de la recherche fondamentale, ça vous imaginez que j'en suis convaincu, et vous aussi sans doute. Il faut comprendre globalement en fait, que cette diffusion, ce n'est pas encore une fois, comme je le disais la dernière fois, un problème hospitalier. Par exemple, on a une vision extrêmement anthropocentrique de la résistance aux antibiotiques. En fait, c'est un problème global, c'est un problème qui concerne l'environnement, qui concerne bien entendu toute la sphère vétérinaire, où les antibiotiques sont utilisés larga manu encore sur la planète, ne serait-ce que comme facteur de croissance, ce qui est dramatique, mais aussi, bien entendu, par nécessité parfois pour le traitement d'infections vétérinaires, et puis l'homme qui est là-dedans, finalement, un des éléments parmi d'autres. On est donc dans cette notion, vous avez déjà mentionné, ce qu'on appelle One World, One Health, c'est-à-dire qu'on est tous solidaires, à la fois le monde, disons, humain et le monde animal, dans cette notion de diffusion de l'antibiorésistance. Et puis donc il va falloir évaluer ce qu'on appelle le résistome, c'est-à-dire savoir au fond
à quoi on a affaire, quelle est l'étendue du risque et au fond aussi peut-être quelle est la prochaine résistance à laquelle on va avoir à faire face et pouvoir la détecter rapidement et prendre les mesures qui s'imposent. Donc on est vraiment, et c'était ça la notion que je mentionnais juste avant, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez ça sur le site dans les diapositives, au centre, au fond, là même c'est à la périphérie d'un dispositif beaucoup plus complexe d'apparition, de sélection et de diffusion de gènes de résistance qui impliquent l'environnement, le monde animal, en particulier le monde de l'élevage et bien entendu la société humaine, sans parler de réservoirs éventuellement extérieurs comme par exemple les animaux sauvages. Et cette diapo vous montre un certain nombre d'éléments qui, au fond, alertent sur le fait que pas mal d'infections humaines sont en fait liées à des agents infectieux que nous partageons en tant qu'agents infectieux ou qu'en tant qu'agents de portage dans le monde animal. Par exemple, les infections à salmonelle ou à campylobactère, l'homme n'est quasiment qu'un épiphénomène en termes de ces infections. C'est essentiellement le monde animal qui en souffre, mais par, bien entendu, nos connexions avec le monde animal, on peut être infecté. Et donc, quand on a ces germes, on a aussi les facteurs de résistance que portent ces germes, et la plasticité ensuite fait qu'ils vont pouvoir diffuser. Les MRSA, ces fameux Staphylococcus aureus résistants à la méticilline, sont très certainement nés dans le monde vétérinaire et ont diffusé assez rapidement en population humaine, dans la mesure où la méticilline était à une époque l'antibiotique de base pour le traitement des infections staphylococciques. Donc on est dans un monde global et il faut bien en être conscient et savoir qu'il ne suffira pas de contrôler l'utilisation des antibiotiques chez l'homme pour résoudre cette situation. Il va falloir avoir une approche globale qui va concerner aussi le monde vétérinaire et j'en reparlerai. Alors, juste un petit mot pour revenir sur une notion qu'on a développée la semaine dernière, c'est le rôle d'agents non antibiotiques dans la résistance, le maintien ou la diffusion de la résistance aux antibiotiques. Ça, je vous le montre, c'est un travail très joli d'un microbiologiste suédois, Uppsala, qui s'appelle Dan Andersson. Et Dan s'intéresse beaucoup à cette notion, encore une fois, de coût d'évolution, de coût d'adaptation, de fitness cost des micro-organismes, et comment ça se conçoit par rapport à la problématique de la résistance. Et ce qu'a fait Dan dans un joli travail qui, au fond, scientifiquement, est un travail relativement simple et direct, mais dont les conséquences dans la compréhension de l'extension de ces systèmes est importante. Au fond, la question toute simple, c'est quelle concentration d'antibiotiques faut-il pour compenser le fitness cost qu'il y a pour une bactérie à héberger tous ces monstres génétiques qui nécessitent de l'énergie pour fabriquer les enzymes et pour mobiliser éventuellement, si nécessaire, ce type de structure, en particulier plasmidique. Ça a un coût, ça a un poids, ce qui fait que si on cultive ces micro-organismes dans un milieu sans antibiotiques ou sans facteurs type métaux lourds, par exemple, s'ils ont sur ces structures génétiques des résistances aux métaux lourds, donc ces bactéries vont finalement être en position défavorable par rapport aux bactéries qui ne portent pas ces facteurs de résistance et vont donc avoir un fitness cost qui font qu'elle va progressivement disparaître au profit des bactéries sensibles. Donc la question, c'est au fond, quelle concentration faut-il dans le milieu de ces micro-organismes qui sont résistants pour qu'ils puissent compenser ce fitness cost et pousser aussi vite et aussi bien que des bactéries sensibles. Et ce qu'a montré dans ces travaux, je ne rentre pas dans les détails, Dan et Anderson et leur équipe, c'est qu'en fait, ils ont pu définir ce qu'ils ont appelé en anglais, Minimum Selective Concentration, MSC, c'est-à-dire une concentration minimum d'antibiotiques ou de métaux lourds si le plasmide porte aussi des facteurs de résistance. On a parlé d'arsenic, on a parlé de mercure, de cadmium. Et en fait, cette concentration, elle est en gros de 100, pour certains maximum, c'était 140 fois inférieure
à la concentration qui concerne la concentration minimale inhibitrice que je vous avais définie la semaine dernière, c'est la concentration minimum d'antibiotiques qui bloque la croissance bactérienne. Donc avec 100 fois moins d'antibiotiques qu'il n'est nécessaire pour arrêter la croissance de la bactérie, on arrive à compenser le fitness cost et à faire que cette bactérie continue à être compétitive dans un environnement de bactéries éventuellement sensibles. Ça veut donc dire que tout ce que je vous mentionnais par rapport à la pollution de l'environnement, par exemple par les antibiotiques tels qu'elles existent actuellement, à des concentrations qui sont bien entendu extrêmement faibles, va néanmoins suffire très probablement à maintenir ces bactéries dans leur état de bactéries résistantes et à leur permettre de continuer à diffuser tel que je peux vous le montrer jusqu'à présent. Donc ça, c'est conceptuellement une notion qu'il faut prendre en considération parce qu'il ne faut pas voir l'antibiotique uniquement sous l'angle de sa capacité de bactéricidie ou de bactériostase, il faut le voir aussi comme élément possible de stabilisation, finalement de compensation du coût d'adaptation lié à la présence des gènes de résistance. Alors, pour terminer sur cet aspect un petit peu générique de la résistance, et puis dans la dernière partie, j'essaierai d'introduire un peu des approches par lesquelles on peut essayer de la compenser ou d'y répondre. Il y a la notion de résistome et donc l'évaluation globale du répertoire de gènes de résistance. Alors les résistomes les plus importants pour ce qui nous concerne en tout cas, c'est bien entendu le résistome intestinal humain, c'est-à-dire l'ensemble de la panoplie de gènes de résistance potentielle présents dans notre flore intestinale, qui est quand même un réservoir énorme. Le résistome animal, bien entendu, on en a parlé, en particulier intestinal. Le résistome environnemental. Mais cet exercice, comme je vous l'ai dit ici, ne vaut que s'il est exhaustif. Et pour être exhaustif, il faut véritablement utiliser toutes les méthodes actuelles de métaséquençage qui permettent d'avoir véritablement l'ensemble des génomes et pas s'arrêter simplement à des espèces microbiennes, quelles qu'elles soient. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, les bases de données récentes qui ont analysé des gènes candidats parmi tous les génomes qui ont été séquencés de bactéries jusqu'à présent ont montré potentiellement 20 000 gènes de résistance et 400 types différents. Donc ça veut dire un réservoir qui reste extrêmement riche et menaçant. Et même si tous ces gènes ne sont probablement pas, ils sont des gènes candidats, il n'y a pas la démonstration formelle qui vont à un moment ou à un autre conduire à la production d'enzymes de résistance, par exemple, il y a de fortes chances que s'ils ne le font pas tout de suite, ça se fera par évolution, donc ça reste quand même un potentiel à prendre en considération. Et il y a de plus en plus de travaux, justement, qui non seulement analysent ces gènes en termes de candidats à la résistance, mais aussi ce qu'on appelle la génomique fonctionnelle, c'est-à-dire véritablement d'aller cloner ces gènes, de les exprimer dans des bactéries modèles et de voir s'ils sont capables de rendre ces bactéries résistantes et d'analyser la fonction. Et on va aller de plus en plus, en particulier dans le milieu hospitalier, mes collègues qui sont là pourraient vous en parler ou pourront vous en parler, vers une vraie cartographie dans le temps et dans l'espace de la présence de bactéries ayant des gènes de résistance par l'introduction maintenant, disons que les techniques se sont démocratisées, si on peut dire, et sont beaucoup moins chères, par l'introduction de l'analyse des génomes au niveau de l'étude de l'épidémiologie et de la circulation de ces souches. Donc on rentre dans une autre étape, dans une autre époque, mais qui vous montre le niveau des efforts qu'il faut faire, ne serait-ce que pour évaluer le risque, et encore une fois, pas nécessairement à ce stade le contrôler. Alors, dernière partie, c'est peut-on intervenir contre cette menace et que peut-on faire? Donc ça, ce sont des données de bon sens. Il faut établir et respecter les bonnes pratiques d'utilisation des antibiotiques, éviter les prescriptions empiriques qui semblent peser très très lourd dans cette apparition et diffusion de la résistance. Donc éviter l'utilisation excessive des antibiotiques en général, diminuer la pression sélective thérapeutique à la fois dans le monde de la médecine humaine mais aussi vétérinaire, on en a parlé,
et essayer de sauvegarder, de préserver un groupe, même éventuellement limité, d'antibiotiques actuellement actifs, de manière à pouvoir ne les utiliser qu'en cas de catastrophe, c'est-à-dire que ces antibiotiques ne soient pas utilisés, par exemple, larga manu dans le monde vétérinaire ou éventuellement en médecine générale. Il faut essayer de s'assurer un cœur d'antibiotiques qui soit ou qui reste fonctionnel et reconstruire à partir de ça. Donc ce contrôle en fait, de l'utilisation des antibiotiques, ça marche. Mais ça marche à condition de pérenniser les efforts, à la fois en médecine humaine et vétérinaire. Et surtout, je vous montrerai un ou deux exemples que personnellement je trouve très très frappants, que ça s'inscrive dans une politique, disons, globale de contrôle et de prise en compte des maladies infectieuses. Quand je dis global, ça veut dire que si on veut véritablement rationaliser l'usage ou le non-usage d'un antibiotique devant un patient, il faut éventuellement avoir la possibilité d'emblée, au chevet du malade, c'est ce qu'on appelle point of care, savoir si cette infection, par exemple, cette angine, elle est bactérienne ou virale. Si on a un test qui vous dit c'est un streptocoque et ce test existe, vous êtes en droit de mettre un antibiotique adapté. S'il n'y a pas, si ça a l'air manifestement viral de par ce type de test, vous ne donnez pas d'antibiotique, point, et on ne discute pas. C'est important aussi dans le choix des molécules. Il faut, devant une infection, ça sont des règles de base, donner l'antibiotique au spectre le plus étroit et le plus adapté aux micro-organismes, pas taper systématiquement avec des antibiotiques à large spectre qui mettent une pression sélective globale sur l'ensemble de votre résistome et qui vont aider à l'apparition de ces micro-organismes multirésistants. Et puis, il faut combiner ça, pour un certain nombre de micro-organismes en tout cas qui en disposent, à une vraie politique de vaccination efficace, par exemple dans le domaine des pneumocoques et des Muphilis influenzae. Mais une fois qu'on a dit ça, on sent bien que c'est un domaine qui nous est relativement familier, dans nos régions en tout cas, parce qu'on en parle, on en discute. Il y a eu des aventures extrêmement dramatiques, mais il faut comprendre que tout ça ne peut tenir. C'est un peu comme le réchauffement climatique. Ce n'est pas parce que nous, tout seuls, on va faire quelque chose que ça va changer grand-chose à la planète. Là, on est dans la même situation d'un danger planétaire et de la nécessité que cette politique de contrôle, elle soit élargie à l'ensemble de la planète. Et ça en dit long sur peut-être les politiques et les inflexions politiques qu'on devrait avoir par rapport en particulier au monde en voie de développement et au monde émergent. Je pense qu'on va souvent chercher les problèmes là où ils ne sont pas et on loupe des choses importantes. Alors tout ça est écrit noir sur blanc dans des propositions de l'OMS à ses États membres. Je ne rentre pas dans les détails, vous le verrez, et éventuellement si nécessaire, avec d'emblée un vœu pieux, c'est-à-dire l'engagement dans un plan national de financement bénéficiant des financements nécessaires et s'accompagnant d'un suivi des actions, engagement dans la société. Vous imaginez bien que dans l'état actuel des finances des États, en particulier dans un certain nombre de pays, à commencer par le nôtre, mais si vous le transplantez dans certains pays, par exemple d'Afrique subsaharienne, la mise en place d'une politique de cette nature, ajoutée à la politique de vaccination, ajoutée à la politique d'assainissement, ça correspond parfois à 25, 30, 40% du produit national brut, et c'est absolument ingérable. Donc, c'est facile de dicter des règles, c'est beaucoup plus difficile de les implémenter, comme on dit maintenant. Alors malgré tout, les choses bougent. Il y a des réseaux de surveillance des antibiotiques à l'échelle nationale, à l'échelle européenne pour ce qui nous concerne, à l'échelle internationale. Plusieurs ont été mis en place, en particulier en Europe par European CDC, mais aussi en France. La France a toujours eu un niveau de microbiologie clinique extrêmement avancé, probablement parce qu'on a été aussi extrêmement avancé dans la génération des résistances, donc il a fallu s'y mettre, et donc il y a des réseaux relativement efficaces de suivi. La prévention donc, de la résistance aux antibiotiques, au fond, la première réaction, c'est toujours de dire que fait l'industrie, et j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus cette fois-ci, mais se dire qu'il faut aussi voir les choses avec une certaine perspective. Si on fait de nouveaux antibiotiques pour que dans les mois ou l'année qui suit, les bactéries deviennent résistantes,
c'est quand même un très gros investissement pour un bénéfice net qui quand même reste relativement relatif. Les industriels aussi entendent des choses comme s'il y a un nouvel antibiotique, il faut surtout le sauvegarder, le mettre dans ce cœur là dont j'ai parlé et ne pas l'utiliser, ou en tout cas l'utiliser de façon très limitée. Donc la profitabilité de ce type de recherche est très faible par rapport à un médicament pour des pathologies chroniques comme des infections neurodégénératives ou des affections inflammatoires chroniques. Donc on est dans un vrai dilemme, je dirais, sociétal par rapport à ça. Et il faut se dire, probablement, il faut essayer de trouver des solutions alternatives ou en tout cas complémentaires de cette nécessité, malgré tout, d'essayer de produire, d'identifier, d'inventer de nouvelles molécules. Alors, chez l'homme, il y a sûrement des choses à faire, bien entendu, dans la mesure où le niveau de résistance aux antibiotiques est strictement corrélé avec le niveau de consommation. Donc, si on baisse la consommation, on baisse le niveau de résistance. Là, il n'y a pas de secret, avec les petits aléas dont j'ai parlé pour, par exemple, les carbapénémases chez les entérobactéries. Le manque de reconnaissance de la problématique de la résistance en antibiotiques est elle-même un facteur d'aggravation et d'augmentation de la prévalence. Et puis, il y a toute la problématique de l'utilisation des antibiotiques chez l'animal, en particulier, bien entendu, d'élevage. Heureusement, en tout cas en Europe, depuis 2006, l'utilisation des antibiotiques a été bannie en tant qu'additif alimentaire, mais il reste la consommation vétérinaire qui a, elle aussi, comme en consommation de médecine humaine, besoin d'être sérieusement revue, si possible, à la baisse. Alors, juste pour vous faire sauter un petit peu sur votre chaise, ça c'est vraiment des données très très récentes de l'OCDE, 2015, hein, sur la consommation des antibiotiques par pays rapportée à la population et au nombre de doses d'antibiotiques utilisées. Et vous voyez les chiffres, simplement sans rentrer dans les détails. Vous voyez la Hollande, vous voyez l'Allemagne, vous voyez le Canada, vous voyez le Royaume-Uni, puis vous avancez, vous avancez, vous avancez, et puis vous voyez la France, l'Italie, je crois, et la Grèce. Donc, on est en queue de peloton. On utilise en France 2 fois plus d'antibiotiques qu'en Allemagne. Que je sache, les Allemands ne sont pas tellement plus malades que nous et leur espérance de vie est à peu près similaire. Et on peut, finalement, sans vouloir faire de mauvais esprit, se poser véritablement la question de qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour qu'on utilise autant d'antibiotiques. Et ça, j'espère qu'un jour ou l'autre, les anthropologues pourront nous l'expliquer. Alors, je vous disais qu'il y avait une liaison directe entre la consommation d'antibiotiques. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de statistiques où la France est en tête. Et là, on est vraiment en tête pour la consommation d'antibiotiques et la fréquence de résistance. Ça, c'est la résistance à la pénicilline de Streptococcus pneumoniae, du pneumocoque. Vous voyez quand même, on part de pays, disons, vertueux, au fond, dans la consommation des antibiotiques, et vous les avez vus, c'est essentiellement les pays scandinaves et ainsi de suite, et on remonte vers des pays qui sont en fait beaucoup moins vertueux, qui comportent d'ailleurs les États-Unis d'Amérique, où on voit clairement cette corrélation directe. Vous tracez une droite, vous avez la consommation et la prévalence de la résistance. Et on est donc dans un vrai gradient nord-sud. Le vert, c'est une faible incidence de la résistance aux antibiotiques. Et puis vous voyez que ce gradient, il augmente au fur et à mesure que vous allez vers le sud. Il augmente aussi au fur et à mesure que vous allez vers l'est. Et au fond, il y a une clé probablement à ça qui est la formation, l'éducation, à la fois du monde médical et à la fois de la population qui doit savoir les risques des antibiotiques et qui ne doit pas mettre la pression, c'est le cas de le dire, sur le monde médical pour utiliser des antibiotiques sans véritablement en mesurer la portée lorsque ça n'est pas nécessaire. Donc il faut vraiment qu'on prenne ça en main et c'est une affaire de société, c'est une affaire qui nous concerne tous et ce serait trop facile de mettre le blâme uniquement sur les médecins. Alors une fois qu'on a fait cette plaidoirie pour un monde européen extrêmement vertueux, on retombe aussi dans cette notion qu'on est dans une phénoménologie globale. Vous prenez la consommation d'antibiotiques de l'Inde, mes collègues indiens m'entendaient, ils seraient furieux,
mais depuis 2005 jusqu'à 2009, elle s'est en gros multipliée par 2. C'est-à-dire qu'on utilise 2 fois plus d'antibiotiques en 5 ans, en 4 ou 5 ans. Et ça, c'est véritablement inquiétant. Et au fond, on va voir apparaître de plus en plus, par cette émergence économique, si elle n'est pas conjuguée à une consommation contrôlée des antibiotiques, ce que j'essaye de vous faire percevoir depuis le début. Alors, la France, de temps en temps, fait des belles choses, vous le savez, hein, quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Et on a une raison de faire cocorico ici, et c'est souligné en fait dans le rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé en 2014, qui a vraiment pris l'exemple de la France comme modèle de contrôle de la résistance aux antibiotiques, pour simplifier un petit peu l'affaire, et c'est détaillé dans cette portion du rapport. Je voulais un petit peu simplifier. En fait, la problématique, c'est qu'à la fin des années 1990, en France, la situation était devenue absolument catastrophique à l'hôpital et à l'extérieur en médecine générale, en particulier avec les bactéries à gram positif. C'est-à-dire qu'on voyait une augmentation massive de Staphylococcus aureus métillaire, les MRSA, dans les hôpitaux, une augmentation de 5% à 48%, de 88 à 97 des isolats de pneumocoques résistants à la pénicilline, donc un vrai problème. Donc la France était devenue, là on n'est plus les premiers, mais on reste pas loin de la queue du peloton, on était devenu le premier consommateur européen d'antibiotiques. Donc en 1999 a été lancé par le Réseau national de santé publique, qui est maintenant l'Institut de veille sanitaire, un plan national coordonné de contrôle de l'utilisation des antibiotiques avec les professionnels de santé en médecine humaine et vétérinaire, le secteur public et privé, et en prenant vraiment une approche globale, c'est-à-dire une approche intelligente, disons, avec bien entendu une surveillance de la consommation humaine et animale, et puis une promotion à la fois de la recherche et des campagnes publiques de sensibilisation. Et vous vous souvenez tous du titre, hein, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Et ça, je pense que ça a eu un impact sur la population en général. Si bien qu'on a vu des résultats tout à fait tangibles. Par exemple, une diminution de 23% de la consommation d'antibiotiques entre 2002 et 2007. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Une réversion de la courbe de résistance des pneumocoques à la pénicilline et une diminution de 33% à 26% de l'incidence des MRSA dans les hémocultures de patients hospitalisés entre 2001 et 2007. Donc clairement un coup de frein très net lié à une approche globale qui véritablement a pris en compte non seulement la problématique antibiotique à proprement parler, mais aussi, par exemple, pour le pneumocoque, qui était devenu un des problèmes majeurs, la vaccination, qui est arrivée heureusement à ce moment-là et qui a permis de combiner à la fois le contrôle de l'utilisation des antibiotiques avec, dans l'autre plateau de la balance, la possibilité de vacciner et de protéger contre les sérotypes les plus pathogènes. Donc l'idée qu'au fond, cette politique de contrôle des antibiotiques, elle ne peut se faire que dans le contexte d'une politique globale. Alors, beaucoup de pays l'ont fait, et souvent sur la base d'un seul antibiotique, plus pour faire la preuve de concept. Et on a vu un certain nombre de statistiques là, que j'ai reprises. En Finlande, par exemple, sur les macrolides. En bleu, c'est le pourcentage de diminution de la consommation. En orange, c'est la diminution du pourcentage de souches isolées résistantes à l'antibiotique concerné. Donc macrolides très efficaces. En Islande, consommation globale chez les enfants, on regarde sur les pneumocoques et la résistance à la pénicilline, vous voyez une diminution de l'utilisation et de façon très vertueuse, une diminution encore plus nette de la fréquence de résistance. En Suède, triméthoprim et Escherichia coli, un échec, relativement inexpliqué, mais je vais vous en dire un mot tout de suite, on en a parlé la semaine dernière. Au Royaume-Uni, contrôle des sulfamides, l'utilisation du sulfamide, vous voyez, quasiment bannie, on est presque à 100%, et au contraire, une augmentation en fait, de l'incidence. Inversement, en Israël, une utilisation très diminuée d'équinolone et une diminution très très rapide en quelques mois. C'est vraiment la réaction est très rapide, surtout dans ces souches qui ont
gènes des résistances qui sont de nature chromosomique, donc il n'y a pas de risque de transfert, en tout cas dans cette situation-là. Alors pourquoi ça n'a pas marché dans cette situation-là? Il n'y a pas véritablement d'explication objective, mais peut-être vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous avais dit que la résistance au sulfamide en fait, était sur un intégron de type 1, et que cet intégron de type 1, en fait, lorsqu'il était là, pour des raisons qui restent à déchiffrer, donnait un avantage sélectif à la souche. C'est-à-dire que même en l'absence de sulfamide dans l'environnement, la pression sélective, au fond, n'influençait pas le fitness de ces micro-organismes. Donc il n'est pas impossible que ce soit un effet simple, au fond, restreint à la problématique des sulfamides ou du triméthoprime, et pas véritablement une remise en cause globale de l'efficacité du contrôle des antibiotiques. Alors une fois qu'on a dit ça, notre aventure des antibiotiques, ce n'est pas automatique, elle s'est arrêtée aux alentours de 2009. Les efforts qui ont été faits persistent, mais peut-être pas avec la même intensité et la même pérennité qu'on a pu le faire. Et on voit tout doucement la résistance repartir à la hausse en France. Et vous voyez tout de même que malgré nos efforts, on reste quand même dans le peloton de tête ou de queue, ça dépend comment vous interprétez les choses, en matière d'utilisation des antibiotiques en France en médecine humaine, et ça, ce n'est pas absolument acceptable. D'autant plus que ces mauvaises habitudes, on les a aussi vis-à-vis des animaux, vis-à-vis du bétail, vis-à-vis de l'élevage. Vous voyez qu'on est là aussi très très bien placé pour la consommation d'antibiotiques, après même le bannissement de l'utilisation des antibiotiques comme facteur de croissance, simplement d'utilisation des antibiotiques à titre thérapeutique chez l'animal lorsque l'animal est malade. Donc on a encore des progrès à faire et encore une fois, personne, à part peut-être la température, j'en sais rien, ne peut nous dire que les animaux en Finlande, en Suède ou en Norvège sont en plus mauvaise santé que chez nous. Et c'est une façon, je parlais de ce gradient nord-sud, quand même d'insister et de mettre en valeur l'effort qu'ont pu faire les pays scandinaves, les pays du Nord, Royaume-Uni aussi dans une certaine mesure, pour ce contrôle de l'utilisation des antibiotiques, et en particulier dans le monde animal, à la fois animaux domestiques, mais surtout dans le monde de l'élevage. Et dès la fin des années 90, il y a eu l'interdiction de l'utilisation des antibiotiques comme facteur de croissance au Danemark en particulier, alors qu'en Europe, c'est devenu la règle à partir de 2006. Il y a eu des mesures de prise en compte des élevages en matière d'utilisation d'un certain nombre d'approches améliorant l'hygiène, de vaccins. Il y a toute une politique globale qui s'est organisée autour du monde de l'élevage qui est tout à fait spectaculaire. Et les résultats sont là. Et encore une fois, si vous faites diminuer la fréquence de la résistance dans le monde animal, vous allez aussi impacter sur la résistance dans les populations humaines. Vous voyez ici l'effet de l'arrêt quasi complet de l'utilisation des macrolides chez les porcs au Danemark sur la résistance des entérocoques. À partir de 1997, les Danois arrêtent l'utilisation des macrolides. Et si vous regardez donc ça c'est la consommation, hein, la colonne, et si vous regardez la courbe de la résistance, vous voyez que la résistance aux macrolides diminue très rapidement et va maintenant se stabiliser. Donc ça c'est un premier exemple du finalement ça paye, ça répond tout de suite. Deuxièmement, bon, j'ai mis ça, ce n'est pas des pays scandinaves, c'est le Québec, mais c'est le Nord aussi, et ça prouve que ce n'est pas la francophonie qui est responsable de la résistance aux antibiotiques, donc c'est un contrôle. C'est la diminution de l'utilisation des antibiotiques, en particulier des céphalosporines. Absurde d'utiliser les céphalosporines pour la volaille. Et la diminution, voire l'arrêt de l'utilisation des céphalosporines dans la volaille a amené une diminution considérable, voire presque totale, de la résistance aux céphalosporines chez les salmonelles, qui, vous savez, sont un micro-organisme qui est très associé à la volaille, en particulier ces salmonelles comme Heidelberg qui ont fait des épidémies d'origine alimentaire très très importantes dans tous les pays, y compris en Europe. Mais non seulement on a vu ça diminuer dans les élevages, mais on a vu les souches de salmonelles diminuer dans tout l'environnement et en particulier dans les prélèvements sur les sites de vente. Et on a vu, par la force des choses, diminuer aussi
la résistance chez les salmonelles associées à l'homme, puisque au fond elle était acquise à partir de ces animaux. Et peut-être la dernière exemple que je voulais prendre, qui est l'exemple de la Norvège, je pense que ça vaut le coup de le méditer, non seulement parce que ça a permis de sauver l'élevage des truites et des saumons norvégiens, ce qui est important pour leur économie, mais surtout parce que c'est un superbe modèle d'approche globale du contrôle de la résistance. Ce qu'ont fait les Norvégiens, réalisant les chiffres, vous voyez ici l'augmentation, la partie rouge, les colonnes en rouge, c'est la masse globale de chair de poissons produite, saumon et truites réunis parce que les pathogènes des truites sont les mêmes que les pathogènes du saumon, par exemple Aeromonas salmonicida, ça dit bien son nom. Et mis en parallèle, au fur et à mesure que le pays, les producteurs de saumon et de truites augmentaient leur production, la partie noire, c'est la courbe d'utilisation des antibiotiques. Donc quelque chose qui devenait extraordinaire, puisqu'on est là de l'ordre de 40 tonnes par an à partir de 1987. Donc à partir de 1987, voyant cette situation dramatique, parce que les animaux présentaient de plus en plus de résistance aux antibiotiques lorsqu'un élevage était malade et qu'il fallait le traiter, les autorités sanitaires ont décidé l'arrêt, ou en tout cas la diminution considérable, mais vous le voyez ici, on est arrivé à un arrêt de l'utilisation des antibiotiques purs et simples, quels qu'ils soient, dans l'élevage de truites et de saumons. Seulement, ça n'a pas été uniquement l'arrêt. Ça a été des financements, des subsides pour améliorer l'hygiène des élevages, qui parfois laissaient à désirer, et ça a été, bien entendu, la chance, mais il fallait la favoriser, c'est-à-dire qu'il fallait investir de l'arrivée sur le marché d'un vaccin vétérinaire protégeant contre, en particulier, ces souches d'Aeromonas. Et cette combinaison, au fond, d'amélioration de conditions d'hygiène de l'élevage de ces animaux, de l'absence d'utilisation d'antibiotiques qui ont aussi des effets éventuellement secondaires toxiques, et de cette vaccination a permis au fond de développer en Norvège un modèle d'élevage d'animaux qui est extrêmement productif. Vous voyez, la production continue à augmenter sans utilisation quasiment d'un gramme d'antibiotiques chez ces animaux d'élevage. Donc il y a là, je pense, un modèle à réfléchir dans la mesure où il vous confirme dans une certaine mesure l'idée que contrôler les antibiotiques et la résistance aux antibiotiques, ce n'est pas un problème uniquement d'antibiotiques, c'est un problème global de santé. Toutes les situations ne vont pas se prêter à cette approche globale, probablement. Néanmoins, il faut le faire et je pense qu'on a beaucoup en France à gagner en matière d'hygiène, par exemple, des élevages, parce qu'au fond, les antibiotiques, c'est un peu un cache-misère. C'est une façon de régler des problèmes qui devraient être réglés probablement par de plus grands investissements dans la santé et la bonne santé des animaux sans antibiotiques. Alors, dernier point, et j'arrêterai là, est-ce que je peux vous donner une petite lumière, une petite graine d'espoir par rapport à cette crise quand même mondiale qui est, encore une fois, extrêmement préoccupante. Alors, découvrir de nouvelles molécules antibiotiques et des approches alternatives, on en parlera, ce sera le thème, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la leçon numéro 6. Dégrader les antibiotiques non impliqués dans l'interaction bactéricide au cours du traitement, on va en parler rapidement, je vais juste vous montrer une diapositive. Domestiquer et retourner en faveur des bactéries sensibles le coût d'adaptation, c'est-à-dire le fitness cost auquel doivent faire face les bactéries résistantes, c'est la problématique éventuelle de la transplantation fécale, je vous en dirai un mot. Et puis, je vous ferai un petit peu de publicité pour un laboratoire et une biotech qui viennent de se monter à l'Institut Pasteur, celle de David Bicard, sur l'utilisation du système CRISPR-Cas pour sélectivement détruire dans l'intestin les bactéries portant des résistances préoccupantes aux antibiotiques. Donc en deux mots, la première possibilité, je vous ai pris quelques exemples, j'en ai sélectionné 3, il y en a d'autres, mais ceux-là me semblent être porteurs disons, raisonnablement d'espoir et de possibilités d'apporter au contrôle en dehors de problématiques d'utilisation dont je viens de parler. Donc au fond, ce qu'on fait, c'est qu'un individu, un patient est traité par l'ampicilline, par exemple, par voie veineuse pour une infection.
cet antibiotique, au fond, très peu de cet antibiotique qui est délivré va être utile au sens engager les bactéries et tuer les bactéries, et beaucoup de ces molécules vont, au fond, ne pas servir et être éliminées. En particulier, elles vont passer éventuellement dans les voies digestives ou être éliminées dans les urines et aller, au fond, dans les selles, mettre une pression sélective inutile, parce que le problème, il n'est pas là, sur le résistome fécal, et deuxièmement, éventuellement être éliminé soit par les selles, soit par les urines dans l'environnement et aller contribuer à cette pollution antibiotique dont je vous ai parlé la semaine dernière de l'environnement. Donc l'idée, en tout cas par rapport au tube digestif, serait de donner en association à ce traitement intraveineux, et il y a au moins un article qui démontre la faisabilité et l'efficacité, une souche qui héberge un plasmide porteur d'une bêta-lactamase qui va en fait inhiber la bêta-lactamine là où elle ne devrait pas être et donc diminuer la pression sélective et la capacité polluante de l'antibiotique non dégradé dans le milieu extérieur. Donc ça, c'est une première possibilité dont on perçoit bien la difficulté, mais peut-être c'est quelque chose à méditer. La deuxième approche est... On est en collaboration et en discussion, en particulier avec un de mes collègues à l'hôpital Henri Mondor, sur l'utilisation du transfert fécal thérapeutique, c'est-à-dire que ces patients qui sont porteurs de germes résistants préoccupants, comme les carbapénémases par exemple, pour l'instant, patients ou porteurs simplement, sont mis en situation d'isolement, et j'ai insisté sur les limites à la fois de l'exercice dans son efficacité et puis aussi dans le côté humain que ça comporte. Donc l'idée au fond est de remplacer la flore intestinale de ces porteurs, de jouer sur le coût d'adaptation, sur le fitness cost en l'absence d'antibiotiques, pour penser que ces micro-organismes vont avoir du mal et qu'on peut accélérer encore la procédure en nettoyant la flore résidente et en la remplaçant par une flore de donneur universel qui va permettre de compenser, de repeupler par des souches sensibles et de pouvoir très très rapidement faire sortir ce malade de l'environnement ou ce patient ou cette personne de l'environnement hospitalier. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de littérature à ce sujet-là pour l'instant. Un seul papier qui vient un petit peu par la bande, c'est-à-dire, vous savez, je vous ai probablement parlé de Clostridium difficile, en tout cas dans les années précédentes, et de l'utilisation du transfert fécal thérapeutique pour le traitement des formes graves et récidivantes de Clostridium difficile. Ce qu'ont vu ces auteurs, c'est qu'à l'occasion de plusieurs transferts fécaux chez ces patients, aboutissant à la guérison de Clostridium difficile, lorsqu'ils ont fait le résistome des souches, des selles de ces patients, ils se sont aperçus que très progressivement, vous regardez juste les traits verticaux qui vous simulent un peu la densité de souches multirésistantes qui ont été observées, très progressivement, avec ces transferts fécaux successifs, on a vu la quantité et la diversité de souches multirésistantes diminuer. Donc on est là dans une observation qui est en train de se reproduire. Parfois, il faut faire plusieurs transplantations. On attend les publications et une vision plus large, mais ça devrait théoriquement être une des approches pour éviter cette contrainte de l'isolement dans le futur très proche. Puis dernière chose, donc un petit peu de publicité pour la maison Institut Pasteur. C'est une approche très originale que prend David Bicard et ses collaborateurs au laboratoire. On les a recrutés il y a 2 ans. On l'a recruté il y a 2 ans dans notre laboratoire d'excellence sur la biologie intégrative des maladies émergentes. Et ils ont très récemment monté cette start-up de biotechnologie qui s'appelle PhageX. Et l'idée, c'est d'utiliser, je vous l'ai présenté dans le premier cours, le système CRISPR-Cas. Et au fond, utiliser ce système pour injecter dans les bactéries au fond, un gène qui va cibler le gène de résistance parce qu'il lui est homologue. Et si on injecte en plus la capacité de produire cette enzyme, caspase-9, qui fait des coupures double brin de l'ADN, on va en fait tuer la bactérie cible. C'est l'idée derrière ça. Donc ça repose bien entendu sur ce système CRISPR-Cas dont je vous ai parlé la dernière fois, sur le versant, disons, de l'adaptation, c'est-à-dire l'expérience, l'immunité qui s'accumule contre l'infection par des bactériophages,
Et lorsqu'un nouveau bactériophage va apparaître, si les séquences communes existent déjà dans le répertoire, va se transcrire ce CRRNA qui va venir s'associer dans la matrice formée par l'enzyme Caspase-9 dans un système où la nucléase va couper l'ADN et la bactérie va être détruite. Donc l'idée, c'est finalement d'apprivoiser ce système pour en faire un système de ciblage sélectif des bactéries résistantes porteuses d'un gène donné. Donc l'idée qui est développée là et qui a fait ses preuves, en tout cas expérimentalement, c'est de prendre un bactériophage, ce qu'on appelle un phasmide, parce que c'est une combinaison de bactériophage et d'un plasmide pour la structure de son génome, qui porte à la fois en trans, il n'est pas marqué ici, ce qu'on appelle le trans-CRRNA, l'enzyme, le gène de l'enzyme Caspase-9, au cas où la souche cible n'aurait pas cette enzyme, et puis cette séquence, en fait, c'est le diamant rouge ici, qui va correspondre à l'équivalent de la séquence du gène qui code pour la résistance à l'antibiotique. Donc le système va s'apparier avec cette tRNA et la Caspase-9 va couper double brin l'ADN de la bactérie qui va de ce fait la plupart du temps mourir. Et l'expérience montre ici effectivement l'efficacité. Si vous prenez un phasmide qui a ces gènes et qui a cette séquence correspondante au gène de résistance et que vous le mettez dans une souche qui est résistante et pas dans une souche qui est sensible, qui est le contrôle ici, vous voyez ce halo de Lise qui correspond en fait à la bactéricidie liée à l'infection par cet ADN phasmide injecté. Et ils ont pu montrer dans des systèmes qui commencent à complexifier, par exemple, qu'une souche, qui est une souche de patients, de Staphylococcus aureus résistante à la fois au bêta-lactamine et à la tétracycline, qui pouvait en fait cibler ces deux gènes, la bêta-lactamase et la tétracycline, et arriver en fait à la destruction non pas du génome mais du plasmide et d'éliminer en fait les plasmides. C'est-à-dire que la souche va rester vivante, mais n'aura plus les plasmides codants pour la résistance. Et là, les gels en bas montrent effectivement l'efficacité de destruction. Je ne fais pas de publicité, c'est juste pour dire que tout doucement, on arrive éventuellement, par les progrès de la recherche, à envisager des approches qu'on n'aurait pas envisagées il y a encore 4 ou 5 ans maintenant, pour essayer de compenser dans le futur ou de traiter des situations très particulières, comme par exemple le portage de carbapénémase. Là, pour l'instant, c'est resté très centré sur les grammes positifs, mais il est bien évident que la prochaine étape est d'aller sur les grammes négatifs et sur les carbapénémases. Donc voilà, je voulais vous donner à la fois la dimension de crise de la problématique, et puis en même temps terminer sur quelques aspects, disons, d'espoir, de possibilités de prise en charge, au-delà, encore une fois, du contrôle impitoyable qu'il faut qu'on mette en place sur la résistance, sur l'utilisation des antibiotiques. Encore une fois, je ne veux pas revenir sur ces statistiques sur la consommation des antibiotiques en France. Je pense que vous avez compris le message. Et si vous pouvez, comme la résistance, le diffuser autour de vous, dans vos familles et votre entourage, je vous remercie d'avance et la communauté microbiologique et infectiologique française et au-delà vous en remercie. Donc je vais terminer ici. Vous dire donc la suite de cette présentation. On va avoir, comme les fois précédentes, une présentation brève mais dense par un jeune chercheur ou une jeune chercheuse en l'occurrence aujourd'hui qui est Asma Tazi. Asma est MCU-PH de microbiologie clinique à l'hôpital Cochin. Elle a fait son stage postdoctoral dans mon laboratoire. Alors, elle a travaillé sur un domaine qui n'est pas tout à fait en relation avec ce que je vous présente aujourd'hui, qui était plus en relation avec ce que j'aurais dû vous présenter aujourd'hui, qui étaient certains aspects sur l'interface microbiote épithélium intestinal. Ouais, j'espère que, surtout, vous ne lui en voudrez pas à elle, mais pas à moi non plus. Je n'ai pas pu adapter les choses au dernier moment. Donc, Asma a travaillé pendant 3 ans sur essayer de comprendre comment certaines bactéries du microbiote intestinal peuvent
altérer, modifier le transport des lipides, et c'est une façon d'analyser en fait l'impact nutritionnel qu'a la flore intestinale sur la nutrition et le métabolisme. Encore une fois, elle va centrer sa présentation sur un exemple. La règle du jeu, là, c'est la question, une manip ou deux qui montrent comment on approche cette situation, et puis bien entendu les conséquences qu'on peut en tirer et ce qu'il faudra faire à l'avenir pour confirmer et conforter tout ça. Donc j'arrête ici bien sûr ma présentation. Je vais inviter Asma à venir vous parler, et puis on aura tout de suite après un séminaire par le professeur Éric de Namur que je vous présenterai à ce moment-là.